Bonsoir à toutes et à tous. Le live de l'UNIS, 4e édition, une semaine jour pour jour après le feu vert qui était donné pour ce déconfinement progressif. Christophe Tanet, président de l'UNIS, bonsoir. Bonsoir Gabi, bonsoir à tous. Alors autant le dire sans détour, ce rendez-vous, ces lives de l'UNIS ont recueilli semaine après semaine un succès qu'on peut qualifier de spectaculaire. Oui, en effet, puisque les 3 premières sessions, on peut dire, ont connu effectivement 10 000 personnes qui se sont connectées, soit en direct, soit en différé. Donc, on peut dire que c'est vraiment un réel succès de l'UNIS. Et je suis très fier de toutes les équipes qui participent à l'organisation de ces événements. Et certainement une réponse à une demande très précise de tous les professionnels de l'immobilier. Bien sûr, parce qu'on le sait, la période de confinement, puis la période de déconfinement apporte beaucoup de questions auxquelles nous essayons de répondre via notre FAQ, qui est en direct sur notre site, qui est mis au goût du jour quotidiennement. Et également, donc, ces conférences donnent un peu de vie, un peu de lien à ces réponses que nous apportons sur le site. Alors, copropriété, certitude Oui. et incertitude, une fois de plus, le sujet correspond à des préoccupations qui sont très, très régulièrement et très fréquemment exprimées par les professionnels de l'immobilier. Oui, écoutez, les syndics sont dans une période un petit peu difficile parce que nous avons effectivement certaines certitudes avec les textes qui ont été pris par le gouvernement, et cela de manière rapide d'ailleurs, souvent à la demande de notre syndicat. Donc effectivement, il y a ces ordonnances, mais il y a également beaucoup d'incertitudes sur l'organisation des assemblées générales, sur le mode de convocation, sur le mode de la tenue de ces assemblées générales. On va en revenir bien évidemment, on est là pour répondre à ces questions. Donc il y a beaucoup de questions, je peux même vous dire que le service juridique est submergé effectivement par tous ces types de demandes concernant les copropriétés. Donc on va tenter de répondre à ces incertitudes. Et c'est ce qu'on va faire en s'appuyant sur l'expertise et la disponibilité de maître Patrice Lebatteux, qui est avocat, ancien président de la CNEC, la Chambre nationale des experts en copropriété. Il est également le cofondateur du GRECO, le groupe de recherche en copropriété, et il est aujourd'hui chargé de cours à Paris 2. Il va apparaître. Bonsoir, maître Lebatteux. On vous découvre confortablement installé avec une ambiance feutrée de la superbe bibliothèque de l'Assemblée nationale derrière vous. Est-ce qu'on vous entend? Est-ce que votre micro est branché? Pour l'instant, on a l'impression que le micro est débranché, mais on va s'occuper de ça. À côté Est-ce que c'est bon? Mieux, ça serait trop. Alors, parfait. Merci de m'accueillir. Olivier Safar sera là également. Vous le connaissez bien. Il était là lors du dernier live, président de la commission copropriété de l'UNIS. Isoline Regnault de la Motte faisait partie de cette Dream Team qui nous a éclairés, sinon éblouis, la semaine dernière. Elle est juriste à l'UNIS en droit de l'immobilier. Et puis, Renaud d'Albera, président de la commission innovation de l'UNIS. Lui a la chance d'être, comme moi, installé dans le sud de la France. Il n'est pas à la capitale de notre pays, il n'est pas à Marseille, il est du côté de Nice. Bonsoir Gabi. Alors, bonsoir. Alors avec vous, on va se prêter à ce jeu des questions-réponses. Elles ont défilé, elles continuent de défiler sur l'écran qui est juste à côté de moi. Donc pardonnez ces allers-retours de mon visage vers cet écran qui recense toutes vos questions. Alors on va d'abord, si vous le voulez bien, s'intéresser au renouvellement des contrats de syndic, parce que beaucoup de questions, évidemment, on le comprend, portent sur cette question-là. Et la première qui nous a été posée par Lionel de la région lyonnaise, elle est directe. Jusqu'à quelle date mon mandat est-il renouvelé sans avoir besoin de passer devant l'Assemblée générale ? Alors, Roland, qui est à Marseille, nous dit « Quid de mon mandat qui expire avant le 30 septembre ?» Il est coincé. Il va falloir prioriser. Et il va falloir qu'il convoque son assemblée générale avant le 30 septembre. Et la difficulté, c'est que dans les 2 ordonnances par rapport à la première, auparavant, on allait jusqu'au 24 juillet. Et là, du 24 juillet, on retourne au 10 juillet. Et on perd toutes les assemblées générales ou tous les contrats de syndic qui venaient à échéance globalement entre le 10 juillet et le 24 juillet. Donc là, clairement,
après le 10 juillet, il faut prendre l'analyse de tous vos contrats de syndic et de tous vos procès-verbaux d'Assemblée générale pour voir ceux qui se terminent pendant cette période et organiser tout de suite la convocation de ces assemblées générales. Ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, comment réagir? C'est une question qui nous vient des Landes. Comment réagir si un participant à une AG en présentiel refuse les règles de distanciation physique? Alors, le masque, les gels, etc. Alors, j'ai deux réponses. Première réponse, ça se passe dans les locaux du syndic. Le syndic est le chef d'entreprise, c'est lui qui reçoit. Il a mis en place le guide de préconisation sanitaire qui a été édité par l'UNIS et la FNAIM, dans lequel il va demander la distanciation sociale, c'est-à-dire 1 mètre autour de chaque personne, donc pratiquement 4 mètres carrés par copropriétaire, le port du masque et le gel hydroalcoolique. Si un copropriétaire ne veut pas porter le masque, se nettoyer les mains ou ne respecte pas ces gestes barrières, il peut tout à fait lui demander de quitter la salle. C'est sa responsabilité en qualité de personne qui reçoit. La seule difficulté, c'est que juridiquement, vis-à-vis de l'Assemblée des copropriétaires, je ne sais pas comment on peut le traiter. Patrice, une question sur cette analyse? Ça fait partie des incertitudes. En tout état de cause, je pense que le copropriétaire a l'obligation de respecter les règles de protection sanitaire qui sont mises en place par le syndic. Donc, je ne vois pas un copropriétaire demander l'annulation d'une assemblée générale au motif qu'il n'a pas pu y participer du fait de son refus de respecter les obligations sanitaires. Alors, je précise à Bernard qui nous envoie ce message depuis l'Isère, il souligne un écho dans notre conversation qui fait qu'on est peu ou pas compréhensible. Donc, peut-être que ceux qui n'interviennent pas peuvent éteindre leur micro. On va voir si ça nous aide à gommer cet écho qui, c'est vrai, doit être assez désagréable. Nous ne l'entendons pas de notre côté. Alors, ça, c'était la question de ce récalcitrant qui ne veut pas respecter la distanciation physique, notamment. Une question qui revient, on l'a abordée la semaine dernière, mais est-ce qu'on a une réponse un peu plus précise aujourd'hui? C'est la question des piscines dans les copropriétés. Est-ce qu'on peut les ouvrir ou pas? Alors, le décret du déconfinement qui date du 11 mai ne traite pas directement de la question des piscines privées. Donc, il va falloir distinguer entre les lieux où il y a un arrêté qui a déjà été pris, que ce soit un arrêté préfectoral ou municipal, comme ça existe dans le sud-est. Et dans ces cas-là, si l'arrêté a été pris, il interdit les piscines, bien évidemment, il doit être respecté. Dans les autres lieux où il n'y aurait pas d'arrêté, il faut quand même rappeler que le décret de déconfinement nous dit que le respect des gestes barrières doit se faire en tout temps et en tout lieu. Et bien évidemment, c'est quand même plutôt difficile à respecter dans une piscine. Donc, il vaudrait mieux quand même que le syndic, avec l'accord du conseil syndical, en interdise l'accès. Renaud d'Albera, je vous voyais acquiescer. Vous avez eu certainement ce genre de demande davantage que nos amis lillois, je l'imagine, vous qui êtes à Nice. C'est certain, et nous, on a eu un arrêté préfectoral qui donc interdisait dans les copropriétés, les lieux donc collectifs, de rétablir les piscines. Donc, on préconise justement de retarder et en attendant de voir ce que ça va donner. Alors, question très précise. Le plafond d'état daté entre en vigueur le 1er juin. Quelles conséquences sur mon contrat renouvelé? Donc, on peut supposer que c'est un contrat renouvelé par l'ordonnance du 25 mars. Certainement. Donc, effectivement, le plafond de l'état daté entre en vigueur le 1er juin. Il a été précisé par un décret au mois de février. Et dans ces cas-là, il va falloir distinguer deux cas. Soit les honoraires qui étaient indiqués dans le contrat qui a expiré étaient supérieurs au plafond. Et là, le syndic va devoir respecter le plafond, il va s'aligner sur ce plafond à 380 € TTC. Soit ces honoraires étaient inférieurs à 380 € TTC, et dans ces cas-là, ils vont rester identiques, puisque les contrats sont renouvelés aux mêmes conditions que les contrats qui ont expiré. Donc, si le contrat qui a expiré, il avait des honoraires pour l'établissement de l'état daté, mettons, à 300 €, pour le contrat renouvelé, ils vont rester à 300 €. Donc, François, qui est de Haute-Savoie et qui nous dit « Mes honoraires pour l'état daté étaient de 300 €, est-ce que je peux passer automatiquement à 380 ?» Non. Non. C'est un plafond, ce n'est pas une tarification. Donc, non, si son contrat qui a expiré, c'était 300 €, il reste à 300 €.
sauf s'il fait voter un nouveau contrat dans lequel il indique le montant des honoraires. Mais dans le cas du renouvellement automatique avec la loi d'urgence sanitaire, ça reste effectivement le montant qui est fixé dans le contrat, plafonné à ces 380 €. Donc là, la réponse est claire. Oui, allez-y, Maître Le Batteux. Je voulais simplement dire que lorsqu'on trouve dans un texte de la loi que c'est un maximum, cela signifie bien évidemment que le contrat l'emporte s'il est en dessous du maximum. Donc, vous êtes en dessous de 380, vous gardez le contrat tel qu'il a été renouvelé, vous êtes au-dessus, à ce moment-là, vous êtes ramené au maximum de 380. J'aurais voulu, si c'était possible, ajouter une petite précision à propos de l'entrée en vigueur de ces dispositions. Pour les contrats de syndic renouvelés automatiquement, on va avoir en réalité deux catégories de contrats. On va avoir les contrats renouvelés automatiquement avant le 1er juin et les contrats renouvelés automatiquement après le 1er juin. Pour les contrats renouvelés automatiquement avant le 1er juin, les dispositions actuelles s'appliquent. Pour les contrats renouvelés postérieurement au 1er juin, ce sont les nouvelles dispositions légales telles qu'elles résultent de l'ordonnance qui a été prise en octobre dernier et qui s'appliqueront le 1er juin. Donc, ce sont ces textes-là qui vont s'appliquer. Un exemple concret en ce qui concerne le syndic qui ne veut pas voir renouveler son mandat. Donc, notre syndic a été renouvelé automatiquement. Son contrat est renouvelé aux mêmes conditions avant le 1er juin et il n'a aucune obligation de dire au copropriétaire qu'il en a assez et qu'il ne présentera pas sa candidature au renouvellement. Par contre, si le contrat est renouvelé entre le 1er juin et le 10 juillet et que le syndic, lorsqu'il va convoquer l'Assemblée générale, ne représentera pas sa candidature, eh bien, il aura l'obligation, 3 mois avant la date qu'il aura fixée pour cette Assemblée générale, d'informer le conseil syndical ou les copropriétaires en l'absence de conseil syndical de ce qu'il ne veut plus reprendre ou poursuivre un nouveau mandat pour le compte de cette copropriété. Donc, nous allons quand même avoir une petite différence entre les contrats du fait de l'entrée en vigueur de la loi, de l'ordonnance au 1er juin prochain. Alors, pas mal de questions encore, hein, pour revenir sur les dates. Comment convoquer, ça c'est Esnar du 44, comment convoquer une assemblée générale de plus de 10 copropriétaires pour un mandat qui se termine après le 10 juillet 2020 ? Il a le droit de la convoquer. La question, c'est qu'il n'est pas interdit de faire des réunions où il y a plus de 10 personnes, puisque dans le texte, on a bien dit simplement que c'est interdit dans les lieux publics. En revanche, s'il organise dans ses bureaux une assemblée de copropriétaires où il y aura 12, 14 ou 15 personnes, il doit s'assurer de la distanciation entre chaque copropriétaire. Donc, dans sa salle, il faut qu'il y ait 4 mètres carrés par copropriétaire, plus son gestionnaire, et il doit s'assurer qu'effectivement, tout le monde peut rentrer tranquillement. Et ça, c'est une vraie difficulté pour certains de nos confrères dans lequel leur salle de copropriété fait 15 ou 20 mètres carrés et où les murs ne peuvent pas effectivement se pousser, où ils ne pourront pas rentrer tous les copropriétaires. Olivier, est-ce que je peux vous demander de rapprocher votre micro de votre visage afin que le son soit un tout petit peu plus Bien sûr, fort. avec plaisir, voilà, il n'y a aucun problème. Question de Gaël de Normandie. Un mandat se terminant au 31 août, une AG doit être convoquée car date non reportée. Plusieurs copropriétaires habitent à plus de 100 km. Comment fait-on, sachant que les copropriétaires n'ont pas validé la visio? On en reparlera plus tard. Comment fait-on? On doit la convoquer, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y aura pour eux le vote par correspondance. Pourquoi? Parce qu'à compter du 1er juin, on aura le formulaire de vote par correspondance qui devra être joint à la convocation et les copropriétaires qui ne pourront pas se déplacer devront effectivement voter avec ce vote par correspondance ou envoyer leur pouvoir. Ça marche aussi. Tout le monde est d'accord avec cette version d'Olivier Safar? Si on peut aller prendre ses vacances à l'autre bout de la France au mois d'août prochain, on ne devrait pas avoir de problème pour aller en assemblée générale au mois d'octobre. Voilà qui est dit. Une autre question qui nous vient de Pascal Buscarlet. Alors, il y a un sigle que je ne connais pas, mais je le dois à mon ignorance dans ce domaine. Bonjour à tous. Pourriez-vous nous confirmer que le délai de 2 mois suivant la fin de l'EUS,
L'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire ne s'applique plus pour ce qui est des renouvellements des contrats de syndic, portant ainsi jusqu'au 10 septembre les contrats inclus dans le renouvellement jusqu'au 10 mars 2021 au plus tard. On est désolé de lui confirmer que malheureusement, il n'y a plus de délai ni d'un mois ni de 2 mois. Bien, ça c'est rapide comme réponse. Ah ben, c'est très direct. On est malheureux. Je suis d'accord avec vous. Au départ, on n'avait pas analysé les choses de cette façon-là, mais aujourd'hui, les choses sont claires. C'est bien le 10 juillet, comme la loi du 10 juillet 65. On peut le rappeler. Ça a été choisi peut-être pour nous, mais je n'y crois pas trop. Alors, on revient sur l'état daté. En cas de vente durant la période de confinement, qu'est-ce que je dois indiquer dans l'état daté puisque les AG ayant été repoussés, les comptes ne sont pas encore approuvés? Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Alors, le syndic peut quand même faire une répartition provisoire des comptes. Enfin, les comptes étant clos, il va pouvoir quand même connaître le solde que devrait devoir chacun des copropriétaires. Et il va mentionner cette somme sur l'état daté en attirant quand même l'attention du notaire sur cette difficulté, puisque en principe, ça aurait dû être le vendeur qui aurait dû régler cette somme. Et le fait d'indiquer de manière claire et précise cette difficulté au notaire, ça va lui permettre du moins de conseiller aux parties peut-être de s'arranger et de prévoir une clause dans l'acte de vente pour que le vendeur rembourse la somme que paiera au final l'acquéreur, chose qu'il n'aurait pas fait si les comptes avaient été approuvés en assemblée générale. Alors ça, c'est dans le cas où on a dépassé le budget. Parce que dans l'autre cas, effectivement, c'est l'inverse. Voilà. Mais une chose est claire, c'est qu'on peut conseiller à tous nos confrères, 1, de préparer leur répartition, 2, de faire vérifier les comptes par les conseillers syndicaux. Vous savez que souvent, nous avons un extranet dans lequel nous avons les comptes et la plupart de nos conseillers syndicaux peuvent les vérifier. Une fois qu'ils les ont vérifiés, que vous avez reçu un mail de leur part en disant on valide les comptes, d'en faire la répartition à tous vos copropriétaires avec le petit mot, bien évidemment, du conseil syndical qui les valide. La seule difficulté, c'est que même si vous répartissez les sommes, si les copropriétaires payent, tant mieux. S'ils ne payent pas, les sommes ne seront pas exigibles tant que l'Assemblée générale n'aura pas approuvé les comptes. Mais rien n'empêche les copropriétaires de payer. Et si c'est un crédit, bien évidemment, ils vont tous être très contents d'avoir un crédit sur leur compte. Bonjour, est-ce qu'on peut tenir une réunion dès maintenant de plus de 10 personnes dans un hôtel, par exemple? Pour une AG, évidemment, hein, pas pour d'autres préoccupations. Non, puisque il y a un certain nombre de RP qui sont fermés, tels que les salles de réunion de type L, elles ne peuvent pas accueillir de public, donc le syndic ne pourra pas les louer pour tenir ses assemblées générales. Alors pour l'instant, on ne peut pas. Les lieux de culte non plus, que ce soit les églises, les cryptes ou autre chose, qui étaient les endroits où on faisait nos assemblées de copropriétaires, souvent, qui étaient pratiques. Et aujourd'hui, pour l'instant… Vous faites des assemblées générales dans les églises? Oui, très souvent. Les paroisses sont très heureux que nous fassions, que le syndicat des copropriétaires fasse un don aux œuvres caritatives de la paroisse et que nous occupions la crypte ou les salles, bien évidemment. Ça vaudra quelques questions aussi sur la laïcité en copropriété. Mais c'est laïque. Nous ne faisons pas les choses autrement. Alors, on a une question un président de conseil syndical dans les Hauts-de-Seine. Quid des possibilités de convocation pour mon AG? Vu les délais, est-ce que les syndics vont pouvoir s'abstenir d'un certain formalisme pour la convocation? Je pense notamment aux recommandés, alors que mon facteur ne distribue le courrier que de manière erratique encore, et les horaires du bureau de poste fluctuent. Est-ce que vous allez pouvoir faire ça de façon un peu artisanale, on va dire ça comme ça? Pas pour le moment. Lettre recommandée papier, lettre recommandée électronique, c'est clair, remise en main propre. La réponse légale est strictement non. Il est bien évident que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule modification qui ait été apportée par les textes concerne le contrat du syndic. Elle ne concerne pas les règles de convocation ou de déroulement des assemblées générales. Oui, mais dans la situation actuelle, Maître Le Batteux, on peut aussi comprendre que… On peut comprendre qu'il y a très peu de copropriétaires qui contestent les assemblées générales, mais que ce sont toujours les mêmes.
Et que ceux-là, ils en profiteront là aussi pour attaquer, surtout si on est pressé de voter des travaux, ce sera le moyen pour eux d'éviter d'avoir à supporter immédiatement le coût de ces travaux. Alors, je rappelle quand même que l'on peut faire la remise de la convocation contre signature. En revanche, le procès-verbal, vous ne pouvez pas. Mais les convocations, dans certains immeubles, on a des gardiens qui sont sur place ou le syndic qui peut, dans certains cas, quand on a des copropriétaires qui ne recevront pas les convocations, organiser cette remise contre émargement. Fabrice demande une précision. Il a été dit qu'après le 1er juin, le formulaire de vote par correspondance devait être joint à la convocation. Il me semblait que c'était une possibilité et non une obligation. Est-ce le cas? Ce sera une obligation lorsque l'arrêté, puisque ce sera un arrêté, sera publié. L'arrêté n'est pas encore publié, mais on peut penser avec de grandes chances de ne pas se tromper qu'il sera publié d'ici le 1er juin. Bien. Donc, à partir du 1er juin, quand on convoquera, si l'arrêté est bien publié, on devra joindre ce formulaire exactement rédigé tel que voulu par le gouvernement. Alors, vous aurez 2 formulaires qui vont être joints. Le pouvoir d'être représenté, plus le formulaire de vote par correspondance. Il s'agit bien de 2 documents qui viendront en complément de la convocation et de toutes les annexes à la convocation. Oui, mais M. Safar, le pouvoir n'est pas obligatoire. Non, mais il est recommandé par l'UNIS et par les fédérations professionnelles. Alors que le formulaire, lui, il est obligatoire. Et oui, ça pourrait être une cause de demande d'annulation d'une assemblée générale. Je n'ai pas pu participer parce que je n'ai pas reçu le formulaire. Bien, alors ne vous disputez pas parce que nous sommes 1480 actuellement connectés, donc beaucoup de personnes intéressées par nos réponses, en tout cas les vôtres, notamment la question que je demandais de vous relayer. Ma salle de réunion ne me permet pas d'avoir une distanciation physique raisonnable. Les salles publiques sur Bordeaux ne peuvent pas être réservées. Comment faisons-nous? Nous sommes dans l'impasse et je pense que ça concerne la majorité de vos adhérents. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, docteur? Les parcs et jardins sont autorisés, je crois, à Bordeaux. Ouais. Pas de réponse à donner particulière? Il faut attendre un petit peu parce que, en fait, Christophe Tanec, président de l'UNIS, travaille quand même de manière ardue avec les ministères pour faire lever un certain nombre d'obstacles aux assemblées générales, pour te faire tenir ces assemblées générales. Donc, avec un petit peu de patience, on peut peut-être espérer trouver des solutions. François Xavier qui nous dit tout simplement, quid des frais du prêt état daté? Il est pas si la question c'est est-ce qu'il est concerné par le plafonnement de l'état daté, des honoraires d'état daté? Non. Qu'est-ce qu'un prêt état daté? Ça n'existe pas. Il n'existe pas dans les textes. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même un terme qui est quand même souvent employé en pratique. Mais effectivement, si jamais un copropriétaire vendeur demande une prestation qu'on appelle très souvent prêt état daté dans la pratique, cette prestation n'est pas concernée par le plafonnement des honoraires d'état daté. Les honoraires sont libres, totalement libres. C'est un service que je rends de la même façon que je peux faire un prorata temporis si les copropriétaires, le vendeur et l'acquéreur me le demandent. Ce n'est pas une prestation que je fais pour le compte du syndicat des copropriétaires. En cas de reconvocation d'une AG qui n'a pas pu se tenir pendant le confinement, est-ce qu'il faut notifier à nouveau les documents? Vous avez posé la question la semaine dernière. Je la complète. Qui paye s'il faut renvoyer tous les documents? Est-ce que vous facturez 2 fois, par exemple? C'est est-ce qu'on doit renotifier la totalité des documents? Si vous convoquez après le 1er juin, la réponse sera oui. Pourquoi? Parce que le contrat de syndic ne sera plus le même et les documents seront probablement différents. La deuxième question, c'est est-ce qu'il s'agit de la reconvocation de la même assemblée générale annuelle ou d'une assemblée générale supplémentaire qui, elle, peut être facturée parce que dans le contrat de syndic, elle est facturable. Je n'ai pas de réponse parfaite pour ce point-là, mais c'est une vraie question. Comment enregistrer sur la feuille d'émargement les votes par correspondance? Si vous permettez, je voudrais quand même revenir sur ce que vient de dire M. Safar. C'est un point de vue que je comprends parfaitement, mais je suis au regret de dire que, à mon sens,
juridiquement, si l'Assemblée annuelle ne s'est pas tenue, le fait d'envoyer une nouvelle convocation obligera d'une part à renotifier les documents et d'autre part à supporter les frais d'envoi les frais de reprographie des documents joints à la convocation. Alors, Emmanuel qui veut savoir si tenir une AG dans un jardin ou sur un parking de la résidence est possible. Quelqu'un peut répondre très rapidement oui. Oui, bien sûr. La réponse est oui. Distanciation obligatoire. De maintenir la distance sociale entre chaque personne. Bien évidemment. Alors, beaucoup de questions sur les visioconférences, et notamment celle de Martine L, qui ne nous donne pas sa région d'origine et qui nous dit « Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu ». Que dit la loi en matière d'AG par visioconférence? Est-ce que vous pouvez, cher ami Renaud Delbera, nous rappeler très vite les fondamentaux de la loi? Oui, tout à fait. Alors, c'est possible, puisque depuis juin dernier, il y avait un texte qui nous le permettait, mais avec une condition, c'est qu'il faut que ce soit d'abord approuvé par une assemblée générale qui décide des moyens et des supports techniques qui pourront être utilisés. Or, nous n'avons pas eu le temps de tenir la plupart de nos assemblées générales, donc aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Là, après, dans l'utilisation, il faut que le copropriétaire se signale au moins 3 jours francs avant la tenue de l'assemblée générale. Et après, on peut le faire en visio ou en audio, puisque la seule transmission de la voix est obligatoire. L'important, c'est qu'on ait une continuité, une simultanéité des délibérations pour qu'elles puissent être tenues légalement. Alors, évidemment, une foultitude de questions. Peut-on faire une AG en mixte, présentiel et visio? Une partie sont en face de nous et les autres sont derrière leur écran. Oui, bien sûr, et ce sera d'ailleurs l'avenir de nos réunions pour les mois à venir. Je crois qu'on va maintenant s'habituer petit à petit. Par contre, c'est des contraintes, parce que le syndic aujourd'hui qui anime la plupart du temps la réunion va devoir à la fois tenir son logiciel, rédiger en tant que secrétaire le PV de la réunion, mais également gérer la partie vote à distance et la partie donc, visio ou audio conférence. Donc, généralement, on pense que dans des copropriétés qui aujourd'hui ne nécessitaient pas, il faudra qu'il y ait une deuxième personne, une assistante, si je puis dire, parce que le syndic a beau être le chef d'orchestre de la réunion, il ne pourra pas tout faire. Alors, une question de Sophie de Paris. Quelles sont les limites techniques pour ce qui concerne le nombre de participants? J'ai une AG avec potentiellement 192 copropriétaires, ça risque d'être rock'n'roll. Oui, je pense que ça va être compliqué, mais techniquement, puisque c'est la question, c'est faisable. On peut tenir, et on l'a tenu pendant le confinement, de nombreuses réunions en visio ou en audio avec des centaines de personnes. La difficulté, elle est plus de l'ordre d'afficher en miniature, puisqu'on ne peut pas afficher en galerie, généralement dans le logiciel, plus de 20 à 50 personnes en fonction du logiciel utilisé. Et comment reconnaître, ça c'est une question que je me permets de poser, comment reconnaître les copropriétaires, et notamment les nouveaux arrivants? Ils sont en visio. Comment savoir que c'est vraiment eux, pas leur hologramme, par exemple? Je dirais que d'un point de vue légal, il suffit qu'ils se présentent avec même une pièce d'identité sur la photo où il n'y a pas de process arrêté. Certains logiciels métiers sont partis sur le principe de s'identifier via l'extranet, ce qui est une forme d'identification, ou de faire une signature électronique, par exemple, d'une feuille de présence. Quel système de validité des votes, là, cette fois? Alors, sur les votes, par le texte de la visio, je parle hors vote par correspondance, qui est un cas particulier, le système de la visio, en fait, la simple parole de transmission de la voix de la personne suffit à être enregistrée au procès-verbal de l'Assemblée générale. Maintenant, comme je le précisais, beaucoup de logiciels métiers vont essayer de nous faciliter un petit peu. Ça va prendre du temps, plusieurs mois de développement pour certains logiciels, même si certains sont déjà assez opérationnels sur le sujet, pour nous aider justement via des systèmes de sondage dans les logiciels à enregistrer plus rapidement, surtout s'il y a beaucoup de copropriétaires en visio. On s'inquiète aussi du coût de la visio. Qui paye le système de visio? Le système requiert l'intervention souvent, vous le disiez tout à l'heure, d'un second collaborateur pour tenir l'AG. Qui supporte le coût? Le texte prévoit que c'est le syndicat des copropriétaires qui en supporte le coût, voté par l'Assemblée générale. Et est-ce que techniquement, on est pris aujourd'hui dans les cabinets de syndic à faire ces AG en visio?
Il va falloir qu'on transforme pour nos salles de réunion, pour les faire en mixte, en installant des systèmes, ce qui a un coût, hein, puisque je pense qu'on est en milliers d'euros pour arriver à faire ces installations. Après, techniquement parlant, les logiciels là qu'on utilise par exemple aujourd'hui, Zoom et d'autres sur le marché, ça fonctionne. Mais c'est l'interaction avec nos logiciels métiers qui n'existe pas encore et qui nous oblige à avoir beaucoup de plateformes en même temps. Alors, justement, vous parlez des plateformes. Un de nos fidèles participants qui s'intéresse à ça, l'UNIS recommande-t-elle une plateforme et voire même, est-ce que l'UNIS a négocié un abonnement avantageux pour ses adhérents? Alors non, nous n'avons pas vocation à recommander telle ou telle plateforme. Moi, à la commission innovation, en fait, on fait un peu les bêta-testeurs des startups et de logiciels métiers. On essaie de leur remonter, nous, nos besoins pour que l'expérience client, l'expérience utilisateur soit prise en compte parce que c'est nous qui vivons après les réunions, mais on n'aura pas vocation à donner une plateforme plus qu'une autre. Le cabinet Vivier d'Orance qui veut savoir si le chat lors de la visio peut servir ou pas de moyen de vote. Rien n'est prévu dans les textes, ça peut aider, mais de toute manière, après, c'est pas ni une obligation ni prévu aujourd'hui. Alors, est-ce que l'ami Muriel Trichasson peut nous rejoindre? Muriel Trichasson est une dame très respectable qui a la chance d'habiter à Rennes et d'avoir un cabinet à Rennes et un autre à Saint-Malo, sauf erreur de ma part. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que votre micro est tout? Vous nous entendez? Oui, alors, je vous entends. Vous êtes là parce que d'abord, vous êtes membre de l'UNIS, évidemment, mais aussi parce que vous avez tenu une AG ou plusieurs AG, je ne sais plus, en visio, et votre témoignage nous intéresse, Mme Trichasson. Merci. Alors effectivement, le cabinet s'est doté des moyens dont Renaud vient de parler. Et pas plus tard que la semaine dernière, on a fait une première assemblée générale de 33 lots. Il y avait une petite urgence qui explique pourquoi on l'avait convoquée. J'ajoute qu'elle avait déjà validé sa résolution sur le système Visio. Et à l'époque, comme on n'avait pas beaucoup de devis, les copropriétaires avaient validé le fait de faire confiance au choix technologique du syndic. Donc, on s'en sortait bien comme ça. Tout simplement, on a acheté un vidéoprojecteur avec une caméra qui capte et qui détecte la voix dans la salle. Et lorsque la voix est détectée, plus personne ne peut avoir la parole et c'est cette personne-là qui passe à l'écran. Et avec Zoom ou Teams, le reste, ça a été très simple. Et au final, on a proposé aux copropriétaires soit de se déplacer dans la salle, en étant entendu que je ne pouvais accueillir que 10 personnes, soit de voter à l'aide des pouvoirs comme traditionnellement, soit de se connecter en visio. Et j'ai même moi-même été surprise du nombre de personnes qui n'avaient pas du tout envie de venir me voir en physique. Quelle erreur. Le coronavirus. Se priver d'une rencontre. Un peu plus âgés se sont connectés en visio, donc le petit quart d'heure de flottement habituel. Et ensuite, grâce au chat sur le côté sur lequel c'est toujours affiché le nombre de participants en visio, je savais que j'en avais pas perdu au fur et à mesure des votes. Et dans mon procès verbal, j'ai donc saisi les présents, les représentés, les présents en visio. Et à chaque résolution, j'ai rajouté une phrase disant Monsieur et Madame XY sont bien présents au moment du vote. Et tout ça a été signé par le président de séance et le scrutateur. Donc, pour moi, ça colle. Et donc, je veux rassurer les experts, c'est facile. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très important ce que vous dites. Vous avez noté au procès verbal que tout le monde était là au bon moment, au moment du vote. Pourquoi? Parce que dans le texte du règlement, il est dit textuellement que le procès verbal doit rapporter les incidents techniques qui se sont produits au moment du vote. Donc, pour éviter toute difficulté, votre réflexe me semble remarquable de dire, eh bien, pour chaque vote, je mentionne que tous les propriétaires en visioconférence ont été présents et ont répondu à la question posée. Vous répondez en partie à la question de Sonia qui m'arrive à l'instant même. Quels moyens techniques juridiquement garantis peut-on utiliser pour ces visios, notamment un moyen permettant de notifier les incidents techniques sur le PV? Et moi, j'ai une question concernant ce PV.
est-ce qu'on peut enregistrer la visio, ce qui facilite le travail après pour réaliser le PV? Est-ce que juridiquement c'est possible ou pas? Le seul document qui a une valeur juridique, c'est le procès-verbal lui-même. Donc, enregistrer la réunion ne permettrait pas, ce serait qu'un commencement de preuve, mais en tout cas de le remplacer et dans le texte. Donc là où ce qui était intéressant, comme l'a dit Muriel, c'était d'ajouter à chaque résolution la précision qu'il avait bien été vérifié, que tout le monde avait bien suivi les délibérations et donc pu exprimer son vote. Alors, un point important, quand vous avez la possibilité sur certains systèmes, que ce soit Teams ou Zoom, d'enregistrer, si vous avez 30, 40, 50 copropriétaires, n'hésitez pas à enregistrer. Parce que si jamais il y a une difficulté, parce qu'un copropriétaire derrière vous dira « mais non, moi à ce moment-là, je n'étais pas connecté et je n'ai pas pu voter ou je n'ai pas pu manifester mon opposition », vous aurez toujours la vidéo comme commencement de preuve devant un magistrat, même si c'est 2 ans après. Ça permettra d'éviter certaines difficultés. Muriel Trichasson, sur cette expérience, vous avez le sentiment d'avoir été pionnière ou ça s'est bien passé, les gens étaient satisfaits? Alors, je ne sais pas si j'ai été pionnière, mais une chose est sûre, c'est qu'ils étaient même flattés de ne pas avoir raté l'Assemblée générale et pour certains d'avoir réussi le challenge, parce que pour certains copropriétaires, c'était un challenge. Après, c'est aussi à nous, en tant que syndic, d'être pédagogues et bienveillants vis-à-vis de ceux qui ont un petit peu de mal. C'est pour ça que quand on convoque avec le lien Teams ou Zoom, on convoque ceux en vidéo un petit quart d'heure, 20 minutes avant, et on prend le temps de… Et vous avez eu plus de leur participation comment lever la main, etc. La participation a été plus importante qu'à l'habitude? Eh bien, exactement le même nombre de présents et représentés que l'année dernière. Comment faire signer la feuille de présence? De savoir Martine qui est dans les Landes et Philippe à Moulins dans l'Allier nous dit le président et le scrutateur doivent-ils nécessairement être présents physiquement avec le secrétaire? Alors, Olivier va peut-être mieux répondre. Mais Olivier est très embêté parce que globalement, quand on regarde le texte, on se rend Parlez compte plus près du micro, là, on vous entend très loin. Voilà. On se rend compte que globalement, il faut que le président de séance signe tant la feuille de présence que le procès-verbal. Si on regarde les dernières jurisprudences ou les dernières analyses, on se rend compte qu'il doit être présent physiquement avec le syndic pour les signer. Maintenant, juridiquement, s'il est connecté en vidéoconférence et qu'on arrive à lui faire signer par un système de sell and sign ou autre, la feuille de présence et le procès-verbal, je ne vois pas effectivement de rejet juridique ou purement juridique de son absence lors de la tenue de l'Assemblée générale. Maintenant, ça n'a pas encore été jugé, c'est encore un point, ce n'est qu'une analyse. Est-ce que Mme Trichasson pourra donner en off les références de la caméra qu'elle a utilisée? Ça, c'est un message subliminal de quelqu'un qui doit bien vous connaître. D'ailleurs, ceux qui me les ont vendus. Alors, comme Muriel, Aurélien Renard va nous rejoindre. Aurélien Renard, il est le président du pôle Hauts-de-France de l'UNIS. Il est donc basé à Lille. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et je vais en profiter aussi pour appeler Renaud Franchet, qui est le Lyonnais de l'étape, membre éminent de ce pôle Rhône-Alpes qui organise, faut-il le rappeler, la plus grande des manifestations en présentiel de l'UNIS. Je parle des journées des conseils syndicaux qui rassemblent près de 2400 personnes chaque année. Aurélien Renard, comment est-ce que vous avez organisé ou réorganisé votre service copro? Et après, peut-être que vous aurez des questions ou des remarques à nous livrer. Tout d'abord, bonsoir. Bien, depuis lundi dernier, notre service fonctionne un peu différemment. Nous avons organisé l'équipe en plusieurs groupes qui alternent entre du télétravail et une présence à l'agence. Mais notre service ne reçoit pas de public dans les locaux. Seul un espace d'accueil est réservé en respectant toutes les consignes de sécurité pour donner des clés et échanger quelques documents. Ce qui nous amène donc à utiliser notamment les outils de visio, que ce soit pas seulement pour des conseils, pour des réunions de copropriété, mais c'est aussi parfois pour des conseils syndicaux. Et depuis lundi, on s'est
donné le challenge de continuer à utiliser tous ces outils de visio et à ne pas reprendre doucement les anciennes habitudes, parce qu'on pense qu'il y a un véritable gain et il y a une opportunité à saisir les habitudes que l'on a prises pendant le confinement, notamment sur l'utilisation des outils de visio pour les réunions, pour les petites prises de décision qui parfois nécessitaient une réunion le soir au cabinet ou dans une salle en périphérie. On s'est aperçu qu'en utilisant ces outils, d'abord, beaucoup de monde savait les utiliser, également des personnes âgées, c'est pas limité à des conditions d'âge, et parfois ils l'utilisent même mieux que nous. Et on s'est aperçu aussi… Le temps ne fait rien à l'affaire. Exactement. Et on s'est surtout aperçu, pour parler de temps, que là où parfois on avait une longue réunion avec beaucoup de bavardage et parfois des discussions qui étaient longues, quand on était en visio, on savait parfois en 10 ou 15 minutes obtenir une décision ou un avis. Et donc on croit beaucoup que il y a sans doute une piste de réflexion à mener et dans toutes ces innovations, il y a sans doute des bonnes habitudes à prendre qui pourraient changer l'organisation du métier du syndic et peut-être parfois lui éviter certaines réunions tard le soir dans des cryptes ou des salles paroissiales, comme je l'entendais tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est le cas. Quand en plus on a des collaborateurs qui ont parfois 1 heure de trajet pour rentrer chez eux, on sait que c'est un métier avec une amplitude horaire qui est sans fin. On sent très bien que vous êtes un militant de la visio. Plutôt, oui. Est-ce que vous avez une question ou une réflexion à nous livrer? Eh bien, justement, ma question était la suivante. Pensez-vous que le développement de la visio pourra changer l'organisation du métier dans le monde d'après? Voilà. Ah, voilà une question qui est posée. Est-ce que votre voisin niçois, très lointain, a une réponse? Oui. En tout cas, quel est votre ressenti? Alors oui, ça va changer la manière dont on les anime. Alors il n'y a pas que la visio d'ailleurs, hein, le vote par correspondance nécessite d'avoir beaucoup plus d'informations aussi et à mon avis au niveau de la convocation pour que le copropriétaire puisse ne pas avoir besoin d'assister au débat. Maintenant, la question de l'animation, ça va être aussi des formations pour les collaborateurs et les clients à utiliser ce nouveau mode, je dirais, pour les réunions. Et cette animation sera un petit peu différente. Donc, peut-être plus courte aussi en réunion, peut-être plus efficace avec des présentations PowerPoint, des partages d'écran qui pourront avoir lieu. Donc, ça va faire évoluer le métier de gestionnaire, c'est certain. Alors moi, je pense, Gabi, qu'il a déjà évolué, notre métier de gestionnaire. Et on s'en est rendu compte pendant la période de confinement. Aujourd'hui, on est déjà tous sur Zoom en train de préparer les choses et en train de présenter et d'expliquer. Je pense que c'est la réalité déjà d'aujourd'hui. Simplement, il faut que, on comprenne comment ça marche, que 2, on forme la totalité tant de nos collaborateurs que de nos copropriétaires à l'utiliser de façon, on va dire, raisonnable, qu'il n'y en ait pas 300 qui veuillent lever la main ou qui veulent hurler en même temps dans la même assemblée générale, mais c'est un point important. Et deuxième point, c'est d'organiser effectivement de façon plus raisonnée la présentation et la transparence. Je crois qu'il faut revenir sur ce principe. Nous, on est syndic de copropriété des immeubles qui appartiennent à nos copropriétaires. On est là pour leur rendre un service, pour travailler en transparence, tant sur la comptabilité que sur la gestion, que sur les travaux. Et ça va apparaître encore plus et encore plus prégnant avec cette utilisation de la vidéoconférence ou de l'audioconférence. Juste très rapidement, 2 questions rapides et 2 réponses rapides, si vous le pouvez, encore sur ces visios. Comment faire signer la feuille de présence? Ça, c'est Martine qui nous pose cette question. Et 2, Étienne Ribourg qui veut savoir si on ne doit pas demander l'autorisation de chaque participant pour enregistrer l'Assemblée générale. Alors, comment faire signer la feuille de présence? Quand vous êtes simplement copropriétaire, vous connectez en vidéoconférence, vous n'avez pas besoin de signer. C'est le syndic qui est effectivement de l'autre côté de l'ordinateur qui note présent en vidéoconférence. En revanche, si vous êtes président de séance, là, ou secrétaire ou scrutateur, il vous faudra signer la feuille de présence et il faudra utiliser des outils de type Sell & Sign ou équivalent pour signer numériquement la feuille de présence. Et puis, pour ce qui concerne l'autorisation d'enregistrer l'AG, la réponse, c'est que quand on va organiser des assemblées générales pour partir en vidéoconférence, on va déjà indiquer que l'assemblée générale, pour ceux qui se connectent en vidéoconférence, sera enregistrée. Les copropriétaires seront déjà prévenus du départ. S'ils ne souhaitent pas être enregistrés, ils ne se connecteront pas en vidéoconférence. Renaud Franchet, vous nous avez
écouté depuis le début, c'est-à-dire depuis 45 minutes exactement. Comment vous êtes organisé, vous, dans votre régie, puisqu'on parle de régie dans cette partie de la France, et quel est votre retour d'expérience, notamment pour les âgés, tiens. Alors, pour les âgés, on a testé de la visio de façon effectivement pas toujours très académique, puisque c'était sur les premiers jours du confinement, donc on s'est adapté. Et on a testé en fait différentes solutions, et notamment sur des petits immeubles copropriétés sans enjeu. Il n'y avait pas de travaux, il n'y avait rien du tout. On expédiait vraiment les affaires courantes. On avait pris la peine de questionner l'intégralité des copropriétaires, savoir si cette façon leur allait. Donc certains nous ont dit non, d'autres nous ont dit oui, on veut tester, on est moteur avec vous, ça nous va. Donc on a fait des assemblées générales 100% visio qui sont parfaitement déroulées, et nos clients ont été effectivement enchantés qu'on puisse leur faire connaître ce service-là et ne pas perdre encore ou reconvoquer une assemblée générale avec tout ce que ça veut dire. Après, moi, j'ai testé ça que sur des petits dossiers sans enjeu. J'entends tout ce qui s'est dit, je suis assez d'accord. Après, sur la technique, j'émets quand même quelques réserves sur les grosses AG où on aura du monde en face de nous et du monde derrière les écrans, puisque tenir une assemblée générale, c'est quand même… Il y a des techniques, et Gabi, vous le savez mieux que moi, il y a des techniques pour gérer les prises de parole, pour isoler certains copropriétaires compliqués ou donner au contraire plus de volume à quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Derrière un écran, moi, aujourd'hui, je n'ai pas les solutions et je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, je trouve quand même, ça fait un peu vieux jeu, mais un petit peu désolant qu'en fait, on digitalise tout et que l'Assemblée générale, qui est quand même un lieu de rencontre de l'humain, disparaissent comme ça derrière des écrans et des choses comme ça. Et en même temps, on a beaucoup d'absentéisme, hein, vous vous plaignez souvent, oui, donc là, ça peut régler des problèmes. C'est une réponse, mais c'est une réponse à l'absentéisme, mais c'est pas une réponse à quelque part à la prise de conscience de ce que c'est qu'une assemblée générale, parce que c'est encore une fois une solution de facilité qui nous arrange nous en termes de quorum ou de choses comme ça. Parce qu'on va récupérer un petit peu plus de présence, notamment peut-être par le vote par correspondance, mais je trouve toujours un peu dommage de voter par anticipation quelque chose quand on n'a même pas entendu le débat et qu'on s'est fait une idée finalement avant le démarrage même de l'Assemblée générale. Donc ça, c'est un avis que je partage. Non, mais je crois que l'avis, enfin la copropriété comme l'avis tout court, c'est une question d'équilibre. Et je crois qu'effectivement, avoir un peu de présentiel, un peu de visio, du vote par correspondance, des votes par pouvoir, enfin pas des votes par pouvoir, mais des représentativités par pouvoir. Tout ça, ce sont des éléments justement qu'on est en train de discuter d'ailleurs avec les pouvoirs publics. Ce qui fait que notre métier va cruellement changer dans la tenue de nos assemblées générales, puisqu'il va falloir qu'on manage des écrans, des personnes, des pouvoirs et des correspondances. Donc en fait, on va avoir une multitude de choses à gérer. Il va falloir qu'on soit bon. Et parce que malheureusement en France, on adore les recours et qu'on ne loupera pas si effectivement le copropriétaire n'a pas eu son bulletin de correspondance ou qu'il l'a pas eu dans les… voilà, donc, entre parenthèses, Christelle Levasseur veut savoir, un copropriétaire votant par correspondance devra-t-il envoyer un pouvoir pour être représenté à la séance ? Non, c'est un vote par correspondance. C'est plus un pouvoir, c'est un vote par correspondance. C'est des choses qui sont deux choses différentes. Et on fait subsister les deux, le pouvoir qui n'est effectivement pas obligatoire et le vote par correspondance qui, pour le coup, le bulletin de vote sera obligatoire. Renaud Franchet, est-ce que vous avez une question à poser à nos intervenants ? Non, après, juste, c'était effectivement, nous, on a réfléchi pour la tenue de nos AG, donc on va effectivement se mettre en mode sécurité sanitaire, bien évidemment. On a la chance d'avoir une salle relativement grande qui permet de recevoir entre 10-15 personnes dans des conditions tout à fait sanitaires complètement bonne, si vous voulez. Après, moi, j'ai juste une petite question, c'est de me dire, voilà, si les gens qui arrivent sans masque ne veulent pas se masquer, puisque nous, on en mettra à disposition, quel est, moi, mon rôle, ma responsabilité vis-à-vis des gens que j'aurai en face de moi qui seront masqués, et s'il y a un gars qui veut absolument pas mettre de masque, est-ce que j'ai le droit de le mettre dehors ? Est-ce qu'à ce moment-là, il pourra contester l'Assemblée générale au motif que je ne sais pas quoi ? Voilà, c'est juste parce qu'on voit déjà quelques comportements, malheureusement, pas toujours très, on va dire, responsables. Et voilà. Donc, vous posez la question différemment. On a posé tout à l'heure, mais vous mettez la notion de responsabilité du syndic. Si d'aventure, un des copropriétaires n'accepte pas. Imaginons que quelqu'un ne veuille pas se masquer. Je tiens quand même mon assemblée générale. Il se trouve que 15 jours plus tard, on apprend que ma salle d'assemblée était un cluster. Qu'est-ce qui va se passer en fait ? Qu'est-ce qu'on va me dire, monsieur ? Vous avez mal géré votre assemblée. Tu es responsable. Maître Le Batteux, est-ce que vous avez une réponse à cette situation ?
Oui, je crois que j'ai répondu tout à l'heure. À mon sens, le copropriétaire qui aurait cette attitude aurait des grandes chances d'être débouté. Manifestement, il vous incombe d'assurer la sécurité des locaux dans lesquels vous recevez. C'est sous votre responsabilité. Et sous votre responsabilité, vous pouvez dire au copropriétaire, vous n'entrerez pas. Manifestement. Ouais, notre casquette de chef d'entreprise, qui là est au niveau pénal, prévaut sur celle de syndic. Parce que là, on est en panne de vie ou de mort, parce que c'est une question sanitaire. Et là, je pense qu'il n'y a pas de souci, effectivement, pour exclure de l'Assemblée un copropriétaire qui refuserait de respecter les règles de base. Situation très, très particulière que nous soumet Elisabeth du 92. Comment un copropriétaire assistant à une AG par visio peut-il accepter un pouvoir qui le désigne et qui est arrivé chez le syndic? Il ne peut pas le signer. C'est exact, il ne peut pas le signer. On n'a pas encore trouvé la solution pour lui faire signer, sauf si on a prévu un système de sell and sign où on va pouvoir effectivement lui déléguer le pouvoir de cette façon. Mais je rappelle que les pouvoirs sont remis quand ils arrivent comme ça au président du conseil syndical, à un membre du conseil syndical ou à défaut au président de séance, et c'est lui qui les distribue. Si effectivement il souhaite les distribuer à des gens présents physiquement, il n'y a pas de problème. S'il y en a trop et qu'il doit les distribuer à des gens qui sont présents que par vidéoconférence, eh bien, il faut trouver une solution pour qu'ils puissent accepter ce pouvoir. Alors, utiliser le mail en le scannant et en lui renvoyant, en lui demandant de le signer, tout est possible, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution parfaite. Des startups, d'ailleurs, ils travaillent actuellement pour nous proposer des solutions intégrées à nos logiciels métiers pour que ce soit plus simple, mais ça va arriver. Un des changements, ce sera justement de bien préparer avant l'Assemblée générale tous ces points-là. Parce que le pouvoir, on ne le reçoit pas le jour pour le lendemain, enfin le jour même, on le reçoit un peu avant. C'est à nous de préparer bien les choses. Une question. Si le copropriétaire se manifeste 3 jours avant, ça laisse le temps au syndic de lui transmettre le pouvoir. Oui, voilà. Mais la question, c'est le pouvoir, il n'y a pas de délai. C'est que le vote par correspondance qui arrive 3 jours avant. Et le pouvoir peut très bien arriver 10 minutes avant ou un quart d'heure avant parce qu'il l'a laissé dans votre boîte aux lettres ou il l'a déposé à l'accueil. C'est exact. Alors, ce qui est intéressant, Gabi, si vous me permettez juste 2 secondes, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on entend, c'est que tout cela, c'est quand même un facteur augmentatif des coûts. Que ça, à un moment, personne n'en a parlé. Le législateur continue évidemment sur sa lancée, mais il y a des critères économiques et financiers dont il va falloir quand même à un moment tenir compte. Parce que s'il faut être 2 pour tenir une assemblée générale, l'un pour tenir l'écran au niveau visioconférence, l'autre pour tenir l'assemblée générale en présentiel, c'est forcément un facteur. En même temps, le collaborateur n'aura pas eu à se déplacer, à rentrer avec 1 heure, comme c'était le cas que nous donnait notre ami Lillois tout à l'heure. Donc, l'un dans l'autre, en 2020, peut-être on peut se les faire. Oui, mais quand vous êtes 2, dans l'Assemblée générale, alors qu'au départ, vous étiez un seul, c'est compliqué quand même. Est-ce que vous acceptez de répondre à la question du cabinet Vivier Dorance, qui est dans cette belle ville de Montpellier? Si un propriétaire nous adresse son pouvoir et sa feuille de vote par correspondance, quel document retient-on? Bonne question. En priorité, celui qui est obligatoire, qui était le vote par correspondance. L'inquiétude d'Emmanuel, convoquer une AG dans le jardin ou sur le parking de la résidence, cela est-il possible? Je crois qu'on y a répondu. Oui. Dématérialiser notre métier ne fait-il pas le jeu de certaines startups dont je tairai le nom? Alors, certains me disent qu'on va passer tout en numérique, ce n'est pas vrai. Je vous rappelle que la digitalisation et le numérique ne sont que des outils complémentaires à la gestion de nos immeubles et de nos copropriétés. Le relationnel qu'a le syndic avec ses copropriétaires est primordial. Et on doit aujourd'hui utiliser les nouveaux outils, les nouvelles façons de faire pour pouvoir effectivement continuer à rendre ce service à nos copropriétaires. J'ai des questions sur le relationnel et les compétences et l'expertise de nos collaborateurs. Des questions qui concernent le document unique, document d'évaluation des risques professionnels, notamment au sujet des gardiens. Est-ce qu'on a quelques éclairages nouveaux à apporter par rapport à ce document dans la période actuelle? Isoline, peut-être, sur le DURP. Alors, sur le DUR lui-même, comme ça, je n'ai pas la réponse tout de suite. En revanche, ma collègue Chloé met à jour très régulièrement le volet social de notre FAQ. Il y a un certain nombre de préconisations
Et actuellement, il y a des discussions au sein même de la branche des gardiens concierges. Donc, pour l'instant, on attend un certain nombre de précisions quant aux gardiens concierges et employés d'immeubles. Donc, on est dans une zone encore un peu floue. Un peu incertaine. Encore une fois, c'est une incertitude de plus. Rendez-vous sur le FAQ, la FAQ. Encore une question, quelle différence entre vote par procuration et pouvoir? Est-ce qu'il y a une différence? Vote par procuration, il n'y a pas. Il y a soit un vote par correspondance, soit un pouvoir. D'accord. Pas de vote par. Si, le pouvoir, c'est un vote par procuration quand même. On donne pouvoir, on donne procuration à quelqu'un de voter à sa place. Donc, il n'y a pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de différence. Le copropriétaire qui reçoit le pouvoir vote comme il le souhaite. Ouais. Même s'il y avait inscrit des intentions de vote sur le pouvoir. Parce que c'était à l'époque, c'est ce que l'on faisait. Mais en revanche, il n'est pas obligé de tenir compte des intentions de vote. En revanche, sur le vote par correspondance, le syndic doit reproduire exactement les votes qui ont été cochés pour, contre ou abstention pour chacune des résolutions. Alors, je vais terminer sur ce qui n'est pas une question, mais une remarque de Jean-Luc Lieuteau, qui nous envoie évidemment son message depuis Marseille. Comment va-t-on gérer des assemblées de 150 ou 200 copropriétaires entre le présentiel, la visio, les votes par correspondance? Cela risque d'allonger considérablement les temps des réunions. Il va falloir du monde et souvent les réunions se tiennent dans les lieux extérieurs. Voilà, il est très inquiet, Jean-Luc Lieuteau. Il va falloir le rassurer, peut-être lui apprendre à tapoter sur un PC ou un Mac. Mais le connaissant très bien, je pense qu'il s'y mettra avec une vitesse incroyable. Nous sommes dans ces lives d'une précision d'horloger suisse. Et donc, je voudrais, avant de vous remercier, poser une dernière question à Christophe Tanet. Et elle est importante puisque, contrairement à l'idée reçue, il y a beaucoup de textes qui sont en discussion aujourd'hui. Quels sont les enjeux immédiats pour l'UNIS? Quels sont les thèmes de discussion que vous avez avec les différents ministères? Écoutez, déjà, après-demain, on a le... Ah, Christophe Tanet, on vous a perdu. On a perdu Christophe Tanet. On a la réunion du CNTGI. Oui, Christophe Tanet, on vous avait perdu. Le micro est fermé, Christophe. Ah. C'est le charme du direct, voilà. Voilà, le micro est ouvert. On a une réunion du CNTGI après-demain. On va voter sur le décret d'application de l'ordonnance du 30 octobre 2019. Et ça, c'est un vrai sujet. On a demandé effectivement au gouvernement de reporter l'application au 1er juin parce qu'on estime que c'est absolument inenvisageable d'appliquer comme ça un tel décret dans ces conditions de Covid. Donc ça, c'est l'enjeu majeur des jours qui viennent. Cet enjeu est très important. Et ce qu'on a demandé également, surtout, c'est les 3 mots-clés, c'est souplesse, souplesse, souplesse pour la copropriété. C'est vraiment ce qu'on a demandé parce que, si vous voulez, on est en ce moment effectivement en négociation pour essayer à la fois d'avoir du présentiel, à la fois de la visio et à la fois des pouvoirs, etc. Donc, et surtout le vote par correspondance, mais surtout que le syndic puisse en fait prendre l'initiative de cela avec l'accord du conseil syndical, bien évidemment, parce qu'il est hors de question de passer derrière cela. Mais il faut de la souplesse parce que nous sommes dans une période extrêmement difficile. On l'a vu, il y a des questions quand même qui sont extrêmement pointues, extrêmement importantes pour la validité de nos assemblées générales. On a vu que les réponses n'étaient pas toujours faciles à donner. Donc cette souplesse, c'est quelque chose sur laquelle l'UNIS est très orienté et donc on se bat avec les pouvoirs publics là-dessus, qui nous suivent d'ailleurs au niveau des principes, mais c'est pas toujours évident à mettre en place. Mais franchement, la première question que je vais poser au CNTGI mercredi prochain, bien que je sache que malheureusement la réponse sera négative, c'est effectivement de demander, comme on l'avait fait en février, de demander le report de l'application de l'ordonnance, parce qu'avec le Covid-19, déjà en février, on l'a demandé, on n'était pas en état de crise, c'était déjà très compliqué à mettre en application. Là, vous comprenez qu'il y a tout le système informatique à modifier, il y a nos collaborateurs à former, et il y a également nos clients à habituer à ces nouveaux process. Et faire ça au 1er juin dans les conditions actuelles, c'est absolument impossible. Bien, je voudrais d'abord vous dire que ce genre de réunion qu'on a depuis
4 fois maintenant, 4 lundis, ne serait pas possible sans l'expertise d'Emmanuel Fèvre, qui est à Montpellier, qui est aux manettes et qui gère tout ça. Et croyez-moi, c'est compliqué. Merci 1000 fois à lui. Je voudrais remercier Maître Lebatteux, Olivier Safar, Renaud Dalbera, Aurélien Renard, Renaud Franchet, évidemment Isoline qui est toujours aussi pertinente, Muriel Trichasson depuis sa Bretagne reculée mais tellement belle, et le président Tanet. On se retrouve sans doute lundi prochain. Non, peut-être non. Non, on ne se retrouvera pas lundi prochain. Qu'est-ce qu'il y a lundi prochain ? On se retrouvera le lundi 8 juin. 8 juin, on aura les vraies réponses sur le déconfinement total ou pas. Exactement, ce sera exactement le thème. Marquez sur vos agendas, gravez-le définitivement. Le 8 juin, d'ici là, portez-vous bien. Que Merci la soirée vous soit douce. Gaby. Merci beaucoup. Merci à tous, bonne soirée et bon courage. Merci. Au revoir.